c'est d'ailleurs à ce titre que la communication du docteur Pierre Claver Kamguin est importante. Il va nous entretenir sur la fiscalité comme promotion de l'entrepreneuriat en Afrique francophone. Monsieur Pierre Claver, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président, cher Bouge, de me donner la parole. Je la prends avec beaucoup d'enthousiasme parce que c'est ma première année comme enseignant dans cette institution. C'est également la première fois que je séjourne à Nancy et c'est enfin la toute première fois que je prends part à un colloque organisé, entre autres, par l'Institut François Génie auquel je suis rattaché. Cette heureuse coïncidence m'honore et pour tout dire, je n'avais pas rêvé d'un meilleur accueil au sein de l'université et au sein de l'Institut que celui que m'offre cette agréable circonstance. Je voudrais donc m'associer pleinement aux précédents intervenants pour dire toute ma gratitude au comité d'organisation pour la qualité des arrangements mis en place dans le cadre de cette activité. Je voudrais aussi surtout les remercier de m'y avoir associé. Et une fois que j'ai pu dire cela, j'en viens immédiatement à l'objet de ma présence à cette table, à savoir dire quelques mots sur la fiscalité et la promotion de l'entrepreneuriat dans les pays d'Afrique francophone. À ce propos, il me semble important de relever d'emblée qu'au lendemain des indépendances, et alors qu'ils allaient faire face à de nombreux défis d'ordre infrastructurel et économique, les jeunes États africains avaient reproduit quasi machinalement le système fiscal hérité de la colonisation française. Or, ce système, particulièrement oppressif, laissait peu de place aux investissements privés. Mais c'était donc la période de l'interventionnisme étatique, caractérisée par une forte présence de l'État ou du pouvoir central dans le domaine socio-économique. Mais on sait tous que cet interventionnisme étatique allait être de courte durée, notamment en raison de la crise qui a bouleversé le système économique mondial au milieu des années 1970. Et c'est donc à partir de ce moment que les États ont pris conscience de la nécessité de revisiter leur politique parce qu'estimaient-ils, la variable fiscale était un levier sur lequel on pouvait jouer, on pouvait surfer pour rendre plus attractif l'environnement des affaires et surtout pour inciter les nationaux à l'action entrepreneuriale. C'est ainsi que dans la foulée, plusieurs textes ont été adoptés par ces pays. Et maintenant, toute la question est celle de savoir si, en dépit du cadre juridique qui a été mis en place, est-ce que la politique fiscale telle qu'elle est menée par les pays d'Afrique francophone a permis à l'Afrique ou au continent de sortir de l'ornière? Est-ce que pour autant ces mesures ont permis d'accroître le nombre d'entreprises et de permettre ainsi à l'Afrique de se développer? Cette question me semble particulièrement importante quand on sait que dans un contexte de concurrence à l'échelle mondiale, les systèmes économiques des pays d'Afrique francophone sont généralement présentés comme les moins dynamiques. Et plus globalement, donc, la question est celle de la légitimité de l'impôt telle qu'elle est perçue par les acteurs économiques, puisqu'il faut rechercher toujours un équilibre entre le régime fiscal favorable aux entreprises et un niveau d'imposition qui dégage assez de recettes pour permettre à l'État de financer ses politiques publiques. Et à l'observation, force est donc de constater que dans les pays d'Afrique francophone, on a fait de la promotion de l'entrepreneuriat une réelle préoccupation et cela s'illustre à travers diverses mesures qui ont été adoptées dans ce sens. Mais cependant, les acteurs jugent ces mesures insuffisantes parce qu'elles sont tout simplement inadaptées à l'environnement économique et à la taille des entreprises. En outre, la superposition des prélèvements obligatoires, la complexité des procédures auxquelles on ajoute l'absence d'une vision globale rendent peu cohérentes finalement ces politiques fiscales et justifient par là même une véritable réforme fiscale. Tout cela m'amène donc à constater que même s'il y a un cadre minimal incitatif à l'entrepreneuriat dans les pays d'Afrique francophone, ce que je démontrerai dans un premier temps, les difficultés qui subsistent ravivent la nécessité, voire l'urgence, de penser une véritable réforme fiscale pour l'entrepreneuriat, ce que j'envisagerai dans un second temps. Dans un premier temps, donc, l'existence d'un cadre fiscal minimal incitatif à l'entrepreneuriat. La loi camerounaise de 2013 relative aux incitations à l'investissement privé définit l'incitation comme un avantage particulier accordé par les pouvoirs publics à une personne physique ou à une personne morale, résidente ou non, en vue de la promotion ou du développement d'une activité donnée. Et ces mesures incitatives en vigueur dans les pays africains ont été décidées autant pour moi, tantôt à l'échelle nationale, tantôt à l'échelle communautaire. À l'échelle nationale,
il est important de relever que la plupart des pays disposent soit d'un code général des investissements ou alors d'un code général des impôts et de plusieurs autres lois et textes réglementaires particuliers applicables à la fiscalité des entreprises. Et il faut donc scruter ces différents textes pour y déceler les avantages qui sont accordés à l'entrepreneur pendant la phase d'installation et d'exploitation de son entreprise. Ces avantages sont parfois tantôt communs à toutes les entreprises, tantôt spécifiques à certains secteurs, mais ils consistent généralement en des exonérations. Bien sûr, le propos ici, pour moi, n'est pas de faire un inventaire exhaustif de toutes les mesures d'exonération prévues par les législations, mais tout simplement de relever celles qui paraissent à mes yeux comme les principales. Et on peut donc relever à ce titre qu'au Cameroun, par exemple, l'entrepreneur qui vient d'implanter son entreprise bénéficie de plusieurs exonérations en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, mais aussi en ce qui concerne la fiscalité indirecte, notamment la TVA, mais aussi la patente en ce qui concerne la fiscalité locale. D'autres pays ont plutôt ont plutôt adopté une approche plus spécifique concernant tantôt certains domaines d'activité ou alors couvrant une certaine période. En ce qui concerne la durée de la protection par l'exonération, on peut noter que, par exemple, au Gabon, le Code général des impôts prévoit que toutes les entreprises qui opèrent dans le secteur agricole sont exonérées de manière permanente de diverses taxes, ce qui est, à mon sens, assez révélateur d'une volonté, en tout cas, d'attraire les investisseurs dans ce domaine. Certains pays, comme le Sénégal, ont ciblé certaines activités ou alors certains domaines d'activité particuliers. Le législateur sénégalais a récemment adopté une loi pour encadrer le fonctionnement des start-up. Et justement, dans le cadre de cette loi, il y a plusieurs mesures incitatives de nature fiscale qui permettent à ces entreprises-là de pouvoir s'installer et de pouvoir évoluer. Toutes ces mesures, à mon sens, et auxquelles s'ajoutent évidemment d'autres mesures à effet indirect, participent d'une volonté de légitimation de l'impôt. L'idée est qu'en s'abstenant de faire peser sur une entreprise, dès le commencement de son activité, une charge fiscale importante, on parviendrait effectivement à l'amener à s'insérer dans le circuit économique et éventuellement à se préparer à supporter les coûts fiscaux pour les années qui viendront. Et cette approche a donc eu pour conséquence d'accroître significativement, en tout cas quantitativement, le nombre d'investissements nationaux et étrangers. Et si l'on en est arrivé là, il me semble aussi que c'est grâce à l'apport des organisations patronales, qu'il s'agisse de la Confédération patronale gabonaise, du groupement interpatronal du Cameroun ou encore du Conseil national du patronat sénégalais. Toutes ces institutions évoluent avec l'État dans les politiques fiscales et permettent en quelque sorte, ou alors s'insèrent dans le circuit de légitimation, puisque étant donné qu'ils regroupent les principaux acteurs de ce domaine. Ce qui me permet donc de constater que leur influence va non seulement au niveau national, mais également au niveau communautaire, ce qui me permet donc d'envisager à présent et d'autre part les mesures incitatives à l'échelle communautaire. À l'échelle européenne, on sait qu'il y a toute une difficulté quant à la coordination des politiques fiscales et notamment en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés. Les pays d'Afrique francophone, quant à eux, ont pu quand même réaliser de belles avancées en la matière, notamment dans le cadre de la CEMAC et notamment dans le cadre de l'UEMOA avec diverses directives et règlements qui sont destinés à cette matière-là. Et l'exemple de l'UEMOA me paraît particulièrement significatif puisque cet État regroupe 8 pays, dont 7 sont francophones. Et son exemple me paraît intéressant parce que il a non seulement, on a défini à l'échelle communautaire les taux de taxation et les assiettes semblables pour tous les États. Et cette harmonisation est réalisée, donc, comme je le disais, à travers plusieurs textes communautaires. Cette communautarisation a pour but de pouvoir créer une sorte de convergence macroéconomique des États membres, mais aussi de pouvoir limiter les effets négatifs de la concurrence fiscale, puisqu'on sait que la concurrence fiscale est particulièrement destructrice pour les trésors nationaux. Mais cette volonté d'harmonisation à l'échelle communautaire se heurte à bien des obstacles, notamment à l'échelle nationale. Tantôt les pays ont prévu plus d'exonération que ne prévoient les textes communautaires, tantôt ils ont aggravé les charges des entreprises. Et notamment en ce qui concerne l'exonération en dehors du champ visé par les textes communautaires, on peut citer l'exemple du Sénégal qui exonère de la TVA le transport public des individus. On peut aussi citer l'exemple du Bénin qui exonère les intrants et les équipements agricoles, etc. Et en ce qui concerne donc l'aggravation
des charges, plus que ce qui est prévu par les textes communautaires. On peut citer l'exemple du Niger, alors que la directive de l'UEMOA portant sur l'impôt sur les sociétés la cantonne entre 20 et 30%, les pays comme le Niger et le Bénin sont allés jusqu'à 40 et 45%. Certes, en s'éloignant de ces prescriptions communautaires, les États veulent répondre à une forme de pression sociale et donc à un but de légitimation, mais il va sans dire quand même qu'il y a là un conflit finalement de l'égalité, puisque les lois sont contradictoires, et ce qui remet une fois de plus à l'ordre de la réflexion la question de la légalité et même de la légitimité de l'impôt. Et toute la question est donc celle de savoir si le principe du consentement de l'impôt s'accommode d'une communautarisation des politiques en matière fiscale. Donc, quoi qu'il en soit, au regard de ce qui précède, on peut quand même constater qu'il y a une volonté politique, tout au moins, qui est traduite à travers plusieurs textes, volonté de pouvoir impulser l'entrepreneuriat au sein de ces pays. Mais comment donc comprendre qu'à travers, avec tous les rapports, qu'il s'agisse des rapports Doing Business et d'autres organismes internationaux, l'Afrique, ou notamment les pays africains d'Afrique francophone, gagnent toujours la dernière place en ce qui concerne les classements en matière de facilité de faire les affaires. C'est tout simplement parce qu'il ne suffit pas, à mon sens, de pouvoir réduire la charge fiscale pour motiver les entrepreneurs. C'est-à-dire que les aménagements fiscaux doivent aussi s'inscrire dans le cadre d'une vision globale qui répond à un modèle économique précis. Dès lors, il me semble que seule une véritable réforme fiscale permettrait de dégager une cohérence d'ensemble de l'architecture fiscale des États. Ce qui me permet donc d'envisager dans un second temps la nécessité d'une réforme fiscale pour l'entrepreneuriat. Je voudrais, à partir d'ici, être vraiment succinct pour dire qu'il me semble qu'il y a deux aspects sur lesquels on peut notamment jouer. Le premier aspect, ça serait adapter les politiques fiscales en fonction des tailles des entreprises. Et dans un second temps, il serait nécessaire de moderniser l'administration fiscale. En ce qui concerne l'adaptation des politiques fiscales à la taille des entreprises, on se rend compte que dans les pays comme le Gabon notamment, et c'est observable dans plusieurs autres pays, on se rend compte que où le législateur prévoit le plus grand nombre d'exonérations, c'est dans les secteurs le secteur primaire autant pour moi, tels que l'agriculture, l'élevage, l'artisanat, etc. Tandis qu'une étude a révélé que la plupart des entreprises, la plupart des jeunes entrepreneurs interviennent dans le secteur secondaire, voire tertiaire. Ce qui fait qu'il y a une inadéquation entre les politiques fiscales et la réalité et l'environnement économique. Et on se rend compte que finalement, dans cette situation, dans ce contexte, seules les grandes entreprises qui ont une large surface financière peuvent opérer tranquillement. Et c'est le cas notamment des firmes internationales et qui parfois utilisent des logiques qui sont répréhensibles. On a appris récemment avec des affaires de corruption ou d'évasion ou de fraude fiscale. Sur le second point, en ce qui concerne la modernisation de l'administration fiscale, le rapport Doing Business montrait qu'il faut environ 320 heures pour un entrepreneur pour déclarer les impôts en Afrique subsaharienne, ce qui est particulièrement assez dissuasif en matière d'entrepreneuriat. Puis encore, dans les pays comme le Cameroun, il fallait jusqu'à un passé récent près de 700 heures. Vous voyez que c'est assez particulièrement embêtant dans un système où on dit que le temps, c'est de l'argent. Le temps est un facteur de production. Il nous a semblé qu'au regard quand même de l'évolution des politiques qui sont mises en place, notamment au Sénégal et au Cameroun, il y a quand même une volonté de modernisation de l'administration fiscale. Au Cameroun particulièrement, désormais, toutes les procédures sont dématérialisées et chaque contribuable dispose d'un identifiant unique pour toutes ces transactions. On se dit que si tous les États mettaient en place de tels systèmes, on pourrait parvenir à long terme, bien sûr, à une sorte de transparence, une sorte de célérité des procédures fiscales. Je pourrais dire autant en ce qui concerne les crédits de TVA, les lourdeurs administratives qui entourent le mécanisme de remboursement de ces crédits, mais je ne voudrais pas être plus disert que cela. Je voudrais en venir rapidement à la conclusion de mon propos, tout en me laissant le droit de pouvoir apporter davantage d'éclairage si des questions m'étaient posées. En conclusion, donc, je dirais que la mise en place d'un cadre incitatif à l'entrepreneuriat permet de formaliser les activités économiques et de susciter le consentement à l'impôt, ou le consentement de l'impôt plus précisément. Et les exonérations réduisent donc les charges des entreprises et leur permettent de mieux s'épanouir. Mais mal orientées, les politiques fiscales produiront l'effet inverse
dans la mesure où elles ne seront pas favorables aux entreprises de petite taille, notamment les PME et les TPE. Et alors, donc, une grande accumulation des prélèvements obligatoires sans logique d'ensemble, effectivement, rend l'impôt illisible et incompréhensible. Toute chose qui n'est pas sans conséquence sur la légitimité de l'impôt. De ce point de vue, une réforme fiscale en vue d'adapter l'impôt à l'environnement économique et à moderniser l'administration fiscale permettrait, m'a-t-il semblé, le développement économique des pays africains. C'est sous cette note d'espoir, Monsieur le Président, que je vous rends la parole, non sans vous remercier de votre bien aimable attention.